Merci et bienvenue à tous. Merci pour votre présence ici. Mais avant de commencer, je vais vous prier de vous lever pour une minute de silence à la mémoire de mon petit frère qui nous a quittés, le combattant de tous les temps, Anissé Ekane. Je suis ici en qualité de porte-parole officielle du président élu le 12 octobre 2025, président de la République du Cameroun. J'ai nommé le président Issa Chiroma Bakary. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il serait heureux d'être là pour s'adresser à vous et rappeler à tous les implications de la victoire électorale du peuple camerounais du 12 octobre 2025 et vous parler de son programme de transition. Mais le régime de Paul Biya, défait par les urnes, n'a pas seulement organisé un déni des résultats du vote des Camerounais, il a férocement réprimé les protestations et tenté à plusieurs reprises d'éliminer physiquement le président élu Issa Chiroma. Les forces de l'ordre ont encerclé sa résidence à Garoua, posté des tueurs d'élite sur le toit de la maison voisine et lancé un assaut contre le vainqueur des élections. Le président Chiroma a dû se replier sur le Nigeria. Et au Nigeria, où il se croyait en sécurité, le régime Biya a continué à envoyer des milices et tenté plusieurs fois de le kidnapper. Le président a toujours trouvé une terre d'accueil en Gambie, aujourd'hui, où il poursuit le combat pour le respect du choix des citoyens camerounais. Ce que je tiens à vous dire, c'est qu'il est très actif. Il est en contact permanent avec tous les pans de la société camerounaise sur le terrain. Et aujourd'hui, il sait que nous sommes là ensemble. Et il a des équipes qui travaillent en permanence. C'est pour ça que je vous remercie tous en son nom d'être là aujourd'hui, où il sera vraiment beaucoup question de lui. Il sera très content de vous savoir si nombreux dans cette salle et de savoir que vous ne l'avez pas oublié parce que lui, vous êtes sa préoccupation de chaque instant. Je peux vous affirmer qu'il observe aussi très attentivement la résistance populaire qui se manifeste tous les jours. Le pays est dans une situation critique. Comme les intervenants de ce panel vont vous le démontrer tout à l'heure. Et le régime, très conscient désormais de la rupture définitive avec le peuple camerounais, ne parvient à apporter aucune des solutions attendues sur le terrain politique, économique et social. Tout ce qu'il sait faire, et à la perfection, sa seule réponse, c'est la menace, la répression et le crime d'État. C'est pour cela que le peuple exige, mais du plus fort de ses tripes, le changement. Et il a voté massivement pour le président Issa Chiroma
qui incarne, qui s'est présenté comme le candidat du changement et qui l'incarne si bien, même si aujourd'hui il est en exil. Je souhaite que nous ayons cette rencontre. Il va m'appeler, même pas 5 minutes après, il me dit, alors, ils sont où les Camerounais? On dit quoi? Je voudrais que vous me donniez beaucoup de choses à lui mettre sous la dent, parce qu'il se nourrit de ça là-bas où il est en exil en Gambie. Merci. Et... Merci à Maître Alice Combes pour ce propos. Elle s'est fait à la fois le porte-parole et à la fois le porte-parole du président Issa Tiroma Bakary, mais aussi le porte-voix de ce qu'elle a toujours su faire, de ce qu'elle a toujours entendu faire, c'est-à-dire être le parangon et à l'avant de cette défense à la fois des droits humains, mais de ce combat et de ce travail pour l'alternance et le changement au Cameroun. Nous allons à présent, après le propos d'ouverture de Maître Alice Combes, introduire un journaliste, Théophile Kouamouo, qui aujourd'hui, sur Décrypter l'Afrique, permet de dessiller le regard sur le continent. Avant, dans sa trajectoire de journaliste, on a très bien vu qu'il s'est intéressé aux aspects très très fins, comme ça, aller dans le détail de façon ciselée dans ce qu'il se passe et le cœur battant du continent, de différents pays, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, mais aussi le Camerounais. En parlant du Cameroun, Théophile Kouamouo a fait un travail qui est dans le sillage d'un certain nombre de médias qui se sont intéressés à la documentation de la fraude. Et cette documentation de la fraude, il y a un documentaire, il y a un dossier de presse assorti d'une clé USB qui est remise principalement aux journalistes et ensuite à un certain nombre d'organisations de la société civile, puisque je vois que M. Joël Ngo est là, qui est toujours à l'avant effectivement de ce combat-là pour les droits humains. Il a fait un travail pour documenter à la fois cette fraude, c'est vrai, mais surtout comment le résultat de l'élection présidentielle de 2025, du 12 octobre 2025, a été manipulé au Cameroun. Les différents écarts entre les chiffres qui sont donnés officiellement et la réalité, parce qu'il s'est intéressé d'abord aux chiffres d'Elecam pour voir dans les chiffres d'Elecam quelles en étaient les contradictions. Lui, comme le journal Le Jour, lui, comme Fanny Pinjot de Mediapart, lui, comme un certain nombre de journalistes qui ont bien voulu aller dans le détail. Théophile Kouamouo. Merci beaucoup, Aziz, de me donner la parole et de faire mon ataraku. Alors, je me suis dit, étant donné que je dis déjà tout dans mes émissions, c'est un peu vous montrer les coulisses de mon travail qui pourrait être intéressant dans cette conférence de presse. Et avant de parler des coulisses de mon travail, il faudrait quand même que je parle de la profondeur de mon engagement pour la démocratie et la vérité des urnes en Afrique. Alors, je suis un enfant de 1992. Déjà, je suis un enfant de 1988 parce que mon premier grand souvenir politique, c'était le débat entre Mitterrand et Chirac avant le second tour de l'élection présidentielle en France en 1988. J'étais au collège. Et dans la glaciation politique que nous connaissions, parce que nous sommes des enfants qui n'avions pas la télévision. La télévision arrivait quand on était quand même assez grand au Cameroun. Et un moment de subversion est intervenu sur nos petits écrans. C'est le débat Mitterrand-Chirac. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas des trucs comme ça au Cameroun? D'autant plus que je voyais l'excitation de mon père, de mes oncles, de leurs amis, tous les anciens Français qui s'étaient retrouvés dans les salons pour regarder ce débat et la volupté avec laquelle ils parlaient de la vie politique en France, comme si c'était leur pays. Bon, c'était notre pays à nous, mais pas leur pays à eux. Je trouvais ça assez révélateur d'une soif de démocratie. Et donc, c'est mon premier contact avec la vie politique démocratique. Et puis, juste après, il y a la libération de Nelson Mandela le 11 février 1990. Et puis, il y a les premières élections multipartites en 1992. Et à l'époque, nous vivions à Baganté. Là-bas, il y avait peut-être 5 ou 10 familles qui avaient un téléphone. Hein. C'était l'époque où il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait que les téléphones fixes. Et il y avait très peu de téléphones fixes dans chacune des villes. Il y avait encore moins de fax. Et à cette époque, mon père, qui était militant RDPC, était d'abord dans un parti d'opposition.
et l'UDC, et donc les camarades lui envoyaient à tous les camarades d'une D les résultats via son fax. Et donc moi, j'ai vu par le fax les résultats, j'ai su par le fax que Paul Biya avait perdu. Et un adolescent, il est toujours beaucoup plus révolté que les adultes par le mensonge. Et on avait ces bouts de papier qui allaient bientôt disparaître, et on avait la réalité des décisions c'était la Cour suprême ou je ne sais plus quoi. En tout cas, bref, c'était pas le Conseil constitutionnel. Et c'est aussi un premier souvenir traumatisant. Mais on avait très peu d'éléments avec nous. On se disait qu'il avait perdu, mais on avait très peu d'éléments avec nous. Et le temps est passé. Et je suis devenu journaliste, et j'ai couvert les élections présidentielles de 2000 au Sénégal. L'élection présidentielle qui a vu la victoire d'Abdoulaye Wade. Et j'ai vu que le téléphone mobile avait changé la donne. Je pense que c'est le téléphone mobile et les radios libres qui ont donné la victoire à Abdoulaye Wade. Parce que ce qui s'est passé, c'est que bon, le Sénégal a toujours été en avance, hein, même si ce n'était pas une démocratie parfaite, mais il y avait des radios libres, et comme il y avait le téléphone mobile, et puisque le code électoral sénégalais n'interdisait pas de diffuser les résultats au fil de l'eau, les correspondants de Sud FM et de Walfadjri FM donnaient les résultats en direct de Tambacounda, de Kolda, de partout. Et on voyait très bien que la victoire au premier tour d'Abdou Diouf n'était pas possible. Et comme Abdou Diouf était quelqu'un d'intelligent, on est passé au second tour. Puis, on est passé, après ce second tour, au second tour, il y a eu la victoire de Wade grâce à cet effort de transparence. Et aujourd'hui, au Cameroun, en 2025, au-delà du téléphone mobile, il y a l'Internet. Et je pense que c'est l'Internet qui a permis de documenter les résultats du 12 octobre 2025. Et nous avons été très attentifs, non seulement aux résultats qui étaient filmés dans tous les bureaux de vote, ce qui témoigne de la volonté citoyenne des Camerounais de s'approprier leur vote. Ça, c'était la première chose. Et deuxièmement, il y avait également la documentation des fraudes électorales. Et très rapidement, on avait quelques idées des résultats. En plus, il y a eu la diffusion par le candidat Issa Chiroma des chiffres en sa possession, en tout cas en la possession du Issa Chiroma et de toutes les organisations de la société civile. Et alors moi, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour dire qu'ils ont gagné, dans la mesure où en 2018, la moitié de leur voix officielle venait du Grand Nord, et que de facto, ils avaient perdu dans le Grand Nord. Et j'ai été très surpris des résultats qui ont commencé à être distillés avant les résultats officiels. Donc, dès que les résultats officiels sont sortis, j'ai mis les résultats dans une intelligence artificielle, et c'est ce qui m'a permis de comprendre qu'ils ont compensé ce qu'ils avaient perdu dans le Nord. Ils l'ont compensé d'abord dans les zones rurales du centre, sud, est, mais aussi très paradoxalement dans le sud-ouest et le nord-ouest, les zones où historiquement ils n'ont jamais fait beaucoup de fois, surtout le nord-ouest, et où il y a la majorité, un grand nombre de la population est partie parce qu'il y a la rébellion et les gens ont fui le pays. Donc c'est à partir de cette expérience que j'ai commencé à enquêter sur les absurdités de ces chiffres, le gonflement de 600%, de 800%, je crois, dans la 160%, je crois, dans le nord-ouest, etc. On a travaillé là-dessus, et on a été aidé par le travail d'un ingénieur polytechnicien camerounais que j'ai retrouvé sur Internet, Guillaume Tanga, qui a réussi à prouver, c'est un statisticien, il est spécialiste des data, il travaille dans la finance, etc. Il a réussi à affiner les premiers constats qu'on a faits, et grâce à ces constats affinés, moi-même, je suis reparti dans les différentes données des LECAM de 2018 et 2025 pour aller encore plus loin dans la révélation de l'absurdité de ces résultats, le summum de l'absurdité étant vraiment la Meusam, le département de la Meusam, c'est-à-dire le département de Bamenda, qui est, à mon avis, le plus gros fief aujourd'hui de Paul Biya, c'est-à-dire là où est né le SDF, ce qui est une absurdité totale. Et
Donc, c'est comme ça que on a produit les différents travaux sur les fraudes électorales. Mais je pense que ce travail n'est pas terminé. Il faudrait qu'on ait les moyens d'aller encore plus en profondeur dans ces résultats et également d'avoir des résultats de bureaux de vote. De demander une remontée citoyenne du maximum des résultats de bureaux de vote qu'on pourra avoir, parce que plus on s'approche des bureaux de vote, plus on s'approche de l'impossibilité d'avoir ces résultats. Effectivement, on a beaucoup de résultats des bureaux de vote dans 18 départements sur 58. Mais je pense qu'on peut encore avoir des résultats dans les autres départements. Bien entendu, les candidats Cabral Liby et Joshua aussi, surtout Joshua aussi, qui a les résultats du Nord-Ouest, ne les donne pas. Mais je pense que beaucoup de gens, de citoyens ordinaires, s'il y a un grand appel à donner tout ce qu'ils ont, je pense qu'on pourra encore avoir des résultats. Et à partir de ce moment, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on trouve les moyens de faire des colloques, de faire des recherches, de faire des recherches affinées, d'entrer dans les villages pour vraiment documenter cette fraude. Je pense que cette documentation, elle est très, très importante parce que la lutte se nourrit des mémoires des luttes. C'est-à-dire qu'en Europe, on a écrit la Commune, les 1936, le Front populaire, en fait, tous les grands moments des luttes dans l'histoire de la France en particulier ont été écrits, ont été gravés. Il faut qu'il y ait des certitudes. Comme je le dis, aussi vrai que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, aussi vrai que Biya a perdu les élections de 2025 au Cameroun. Il faudrait que ça devienne un consensus scientifique et que ce consensus scientifique s'impose à toutes les personnes qui considèrent que la raison est au-dessus de nos passions. Donc, moi, ce que je pourrais proposer, je trouve que le travail n'est pas encore achevé, mais pour qu'il se poursuive, il faudrait que les citoyens viennent encore à notre rescousse, qu'on ouvre les résultats. On a les résultats de 18 départements. On peut avoir des résultats épars d'autres départements pour en déduire les résultats qui manquent. Et les résultats qui manquent seraient assez... on va se retrouver avec des 200%, des 300% de taux de participation dans certains bureaux de vote. Et à partir de ce moment, on saura que tout était faux. Donc voilà, le combat pour la vérité, en tout cas, est un combat qui nous unit, qui mérite d'être mené. Nous n'avons pas le droit, alors que nous avons tous les éléments en notre possession, d'empêcher nos enfants d'écrire l'histoire de la manière la plus rigoureuse qui soit. Voilà, c'est ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci. Donc, gonflement de chiffres et carabisseau entre ce qui est annoncé et finalement le résultat qu'on obtient. Nous avons, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, pour les médias qui sont invités, les clés USB des documentaires dont les extraits seront diffusés, ainsi que les dossiers de presse. Pour les autres invités à cette conférence de presse, vous avez la possibilité de vous en procurer et effectivement, ça permettrait de souligner ce que Théophile Kouamouo énonçait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez les résultats, le fameux 20-80, la méthodologie qui avait été adoptée par l'équipe du président Issa Tiroma Bakary, c'était de s'appuyer sur 18 départements. Et ces 18 départements-là, c'est un peu le swing state aux États-Unis qui permettent d'avoir une projection globale sur l'ensemble du territoire, puisque quand vous avez le Fundi, le Vouri, notamment, hein, c'est-à-dire que vous avez des gros bastions comme ça, vous avez le Diamaré dans l'extrême nord, dans le septentrion, vous pouvez à peu près être sûr des tendances des résultats. Et donc, dans le cas d'espèce, pour ces résultats-là, il avait été donné la possibilité à chacun de pouvoir aller sur la page du président Issa Tiroma Bakary pour télécharger les différents. Je demandais que si au niveau de l'ECAM, là, vous avez, à votre niveau, est-ce que vous avez pris les dispositions pour les dire ce qu'il faille faire pour gérer le bureau de vote? Faire mémoire d'une fraude. Pour gérer. Il y a un documentaire. Je vous ai dit que je les appelle un à un, pas tous. En plus, on ne peut pas leur dire sans information. Pendant l'élection, je crois que nous devons faire tout pour que le DPC gagne. Faites tout. Absolument. Absolument. D'accord. Il faut qu'on le fasse. Bon, si dans le cas de victoire, je te donne combien? Mémoire d'une fraude. Le 12 octobre 2025, des millions de Camerounais croient en la promesse du vote, avec l'espoir d'un scrutin libre et sincère. Mais derrière les bulletins, les chiffres et les discours officiels, une autre réalité s'est jouée. Celle d'une élection entachée de manipulations, de mensonges et de trahisons. Voici la mémoire
Monsieur Amand, je demandais que si au niveau de l'ECAM, là, vous avez, à votre niveau, est-ce que vous avez pris les dispositions pour les dire ce qu'il faille faire pour gérer le bureau de vote? Pour gérer? Oui. Je vous ai dit que je les appelle un à un, pas tous, puisqu'on ne peut pas leur dire en formation. Je crois que tu dois faire tout pour que le DPC gagne. Faites tout. Absolument. Absolument. D'accord. Il faut qu'on le fasse. Bon, si dans le cas de victoire, je te donne combien? Mémoire d'une fraude. Le 12 octobre 2025, des millions de Camerounais croient en la promesse du vote avec l'espoir d'un scrutin libre et sincère. Mais derrière les bulletins, les chiffres et les discours officiels, une autre réalité s'est jouée. Celle d'une élection entachée de manipulation, de mensonges et de trahison. Voici la mémoire de cette fraude, pour que personne n'oublie. Les racines de la fraude. Avant même le jour du vote, le mensonge s'organise. Et l'ECAM refuse de publier la liste électorale nationale en violation de l'article 80 du Code électoral. Sur les listes, on retrouve des mineurs, des personnes décédées, des électeurs fictifs, et même des citoyens avec plusieurs cartes. Tout est déjà en place pour une élection verrouillée avant même le premier vote. Les pactes invisibles. Et cette fois, une ombre nouvelle plane sur le processus. Une convention signée dans le silence unit l'organe électoral à ceux qui prétendent défendre la transparence. L'ONU s'invite dans l'histoire mais sans la raconter. Les partis politiques, pourtant acteurs majeurs du processus électoral, sont écartés, exclus des échanges et absents du projet d'assistance électorale signé entre l'ECAM et l'ONU le 9 mai 2025. Le peuple, lui, reste dans le noir, pendant que les accords s'écrivent dans le secret des bureaux. Le théâtre électoral. Le jour du scrutin, le scénario se répète. Des personnes votent dans plusieurs bureaux de vote pour le parti au pouvoir, avec la complicité des agents de l'ECAM. Je suis Jean-Bertrand du PCRN. Nous venons de déceler un cas de fraude majeur au quartier Newton Aéroport, école bilingue des nations. Devant tout le monde, des gens viennent voter alors qu'ils n'ont pas qualité. Ils réussissent à voter dans les bureaux de vote. Là voilà, voici la dame qui a voté. Et son nom est là. Elle dit qu'elle est bien. Voilà. Ailleurs, les urnes se remplissent à huis clos.
Au dépouillement, les chiffres trahissent la fraude. Il y a plus de bulletins que de votants. Écoutez-moi, dans ce bureau de vote, il y a eu 267 enveloppes, 367 candidats, 94 ont voté. Et on a retrouvé combien d'enveloppes? Bon, messieurs, exprimez-vous. Les 118 autres sortent d'où? Les 118 autres sortent d'où? C'est ce qu'on attend de vous. Les 118 autres sortent d'où? Les 118 autres sortent d'où? C'est une question. C'est une question. Tu vas recommencer. 49 c'est combien? Donc ça, on a 153 votants. On va avoir 153. Vous faites ça comment? On doit avoir 153 signatures. Donc ça s'est passé. Vous allez nous dire. Vous faites ça comment? Les scrutateurs de l'opposition sont écartés. Il est en train de dire que nous n'avions pas la mandation pour être dans les bureaux de boulot. Sous-préfet de Yaoundé premier. Le voici, c'est lui qui est la personne. Il a chassé mes scrutateurs dans le... J'ai une qualité, vous n'avez pas aussi qualité de sortir mes scrutateurs. C'est comme ça. Dans les zones rurales, le bourrage devient systématique. Bonjour à tous, je suis David Nonga. Je fais cette vidéo pour faire une dénonciation des fraudes qui ont eu lieu dans le cadre des élections du 12 octobre dernier à Mbam, élection dans laquelle j'étais représentant de l'administration. Et dans un bureau de vote, je voudrais dénoncer ici toutes les manigances qui ont eu lieu et pour lesquelles j'ai malheureusement été impliqué. La démarche ici vise pour moi à soulager ma conscience parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend part au faux. Et c'est également une manière pour moi de faire mon mea culpa pour avoir été mêlé à ça. Le 12 octobre dernier, j'ai été dans un bureau de vote à Mbam. Le représentant de l'administration, c'était moi, David Nonga. La représentante de l'ECAM, c'était Madame Martha Voto. Et il y avait également un représentant du RDPC qui était Monsieur Ndongve. Et il y avait un bureau de vote. J'aimerais signaler aussi qu'il y avait un autre bureau de vote à côté. Nous étions deux bureaux de vote dans une même salle. Il y avait deux urnes. Donc il y avait un représentant du RDPC. Et donc l'élection a commencé, elle s'est poursuivie normalement. À partir d'un certain moment, le représentant du RDPC est allé vérifier dans la poubelle pour voir quelles sont les tendances. Il a vu qu'il y avait beaucoup de bulletins blancs et il a pris son téléphone, il a marqué son mécontentement en appelant certaines personnes au téléphone et ses propos étaient les suivants. On donne notre argent aux communautés et ils viennent ici voter le FSNC. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, il était fâché. D'après lui, il ne faut pas. Ils ont donné leur argent et on doit voter le RDPC. Donc. Et après ça, j'ai remarqué que le flux des lecteurs n'était plus le même. Les gens ne venaient plus. Peut-être les gens se sont dit qu'on a compris que nous votons parce que vous savez qu'on peut savoir quelles sont les communautés qui votent dans tel ou tel bureau de vote. Et donc, vers 17h, le représentant du préfet vient et le représentant du RDPC le suit et ils s'en vont poser. Et après, il parle avec la représentante de l'ECAM, de mon bureau de vote, et c'est elle qui me fait savoir que les instructions du préfet sont telles que le taux de participation est très faible. Parce qu'effectivement, dans notre bureau, il y avait 286 votants, 286 inscrits, supposés voter, mais à la fin, vers 17h30, on avait trop 85 qui ont effectivement voté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle me fait savoir que l'instruction du préfet, c'est de commencer à bourrer les urnes. Et quand elle me fait savoir ça, je sors d'abord, je prétexte d'aller charger mon téléphone parce que je ne veux pas participer à ça. Malheureusement, pour moi, j'ai mal calculé le temps parce que quand je reviens, ils sont encore en train de bourrer les urnes. J'entre dans le bureau de vote, je me mets à prendre part. On me dit, prends le bulletin, donne ceci, fais cela. C'était totalement, c'était sale. Donc, mettre les signatures. Vous voyez les registres dans lesquels on émargeait. On a mis des signatures pour ceux qui n'étaient pas là. On a mis les empreintes, mis les signatures, mis les empreintes, bourré les urnes. Et dans le Nosso,
région en guerre et vidée de ses habitants. Dans la commune de Batibo, région du Nord-Ouest en guerre depuis 2016 et ravagée par les combats, environ 250 personnes seulement ont voté. Pourtant, le résultat officiel attribue 5836 voix à Paul Biya. Le mensonge devient chiffre officiel. La nuit des manipulations. Quand le silence retombe, une autre bataille commence. Les procès-verbaux changent de main. Les agents d'élection
CE. Là, c'est bon. Donc, nous allons poursuivre notre conférence de presse avec le propos d'Armelle Mbappé qui va nous entretenir sur cette question de la crise politique et institutionnelle au Cameroun. Armelle Mbappé qui est traductrice-interprète, qui est porte-parole adjoint de Maître Alice Com, puisque le porte-parole ne travaille pas, pas seul. C'est un bureau et un comité du porte-parole là. Et donc, Armelle Mbappé est porte-parole adjointe pour effectivement que cette cause puisse se porter. On a parlé de la place des femmes. On constate effectivement qu'ici, les femmes sont représentées. Et surtout, Armelle Mbappé va nous entretenir sur cette question de la crise politique et institutionnelle en espérant qu'effectivement notre streaming